Imaginez, votre mère est à l'hôpital, elle est épuisée, elle dit au médecin « Je ne veux pas être un fardeau ». Et le médecin, en vertu de la nouvelle loi, a le droit d'engager la procédure, sans vous appeler, sans votre accord. Ce n'est pas le scénario d'un film, c'est ce que l'Assemblée nationale a approuvé pour la 3e fois et ce qui se dirige maintenant vers le vote final. La question est simple, vous le saviez? Vous regardez peut-être cette vidéo chez vous, en ce moment. Peut-être que votre maman vit dans l'appartement d'à côté ou dans une maison de retraite à 2 villes de chez vous. Peut-être que votre mari, votre femme, a été hospitalisé récemment. Peut-être que votre père a plus de 70 ans et qu'il vit seul. Alors, les 20 prochaines minutes sont pour vous. Pas pour les experts, pas pour les juristes, pour vous. En France, il y a aujourd'hui plus de 17 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Chacune d'elles est un sujet potentiel de ce texte de loi. Pas en théorie, en pratique. Parce que la loi ne parle pas uniquement des malades en phase terminale d'un cancer au dernier stade. Elle parle de souffrance perçue comme insupportable. Qui évalue le caractère insupportable de cette souffrance? Le patient lui-même, dans un moment où il est en dépression, dans la douleur, dans la peur, quand la famille n'est pas là. Et voici la première question que je vous pose. Êtes-vous certain que votre père âgé, seul dans une chambre d'hôpital, dira au médecin exactement ce qu'il aurait voulu dire en votre présence? Pensez-y vraiment. Pas en tant que fils ou fille idéal, en tant que personne qui connaît son père, sa mère, tels qu'ils sont vraiment, avec leur silence, avec leur pudeur, avec cette habitude qu'ont les gens de leur génération de ne pas se plaindre, de ne pas déranger. Le système de santé français est surchargé, les infirmières manquent, les lits manquent, les délais s'allongent. Et maintenant, le médecin disposera d'un nouvel outil, rapide, définitif. Je ne dis pas que c'est son intention, je dis que l'outil existera, et que les outils, une fois qu'ils existent, finissent par être utilisés. Les critiques de ce texte, et parmi eux se trouvent des médecins qui exercent aujourd'hui, qui travaillent avec des mourants, pas dans des amphithéâtres, disent tous la même chose. Quand une personne âgée sent qu'elle est un fardeau pour sa famille, pour l'État, pour le système, elle peut choisir la mort, non pas parce qu'elle veut mourir, mais parce qu'elle ne veut pas peser. Ce n'est pas un choix, c'est une pression. Et il y a une différence immense entre les deux, même si sur le papier, ça ressemble à la même chose. Mais qui exactement prendra cette décision ? Et pourquoi maintenant? Revenons aux faits, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé avant de comprendre ce qui va se passer. Ce n'est pas le premier vote, c'est le 3e. L'Assemblée nationale est revenue 3 fois sur ce texte. 3 fois. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un veut très fort que cette loi soit adoptée. Quand un texte est voté une fois, c'est une décision. Quand il est voté 3 fois, c'est une volonté. La question de savoir qui porte cette volonté et pourquoi, nous y reviendrons. Pour l'instant, les faits. La proposition de loi relative à l'aide à mourir a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle se dirige maintenant vers le Sénat. Les conditions d'application, l'âge, le diagnostic, la procédure exacte, qui peut demander, qui peut refuser, sont encore en discussion dans le texte final. C'est le point crucial. La loi a déjà été approuvée dans son principe, mais les détails, ces détails précis qui déterminent qui peut mourir, comment et dans quelles circonstances, sont encore en train d'être écrits. Imaginez que vous achetez une maison, que vous signez le contrat, et que ce que vous avez exactement acheté, vous le découvrirez plus tard. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve ce texte aujourd'hui. Les organisations catholiques françaises ont pris position contre. Une partie du corps médical a pris position contre. Des politiques conservateurs ont pris position contre. Ce ne sont pas des marginaux, ce ne sont pas des gens qui refusent le progrès par principe. Ce sont des hommes et des femmes qui, chaque jour, accompagnent des personnes en fin de vie, qui voient comment ces décisions se prennent dans la réalité, pas dans les beaux discours des commissions parlementaires. Le président Macron avait publiquement soutenu l'ouverture du débat sur ce sujet, mais sa position sur le texte final n'a pas été officiellement annoncée. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte dont le président préfère ne pas parler à voix haute? Je ne réponds pas à cette question, je la pose, parce qu'elle mérite d'être posée. Et voici une autre question, que je vous laisse avec vous-même. Si cette loi est si humaine, si bienveillante, si respectueuse de la dignité des personnes, pourquoi ses auteurs ne sont-ils pas venus expliquer chaque article, en direct, à chaque Français de plus de 60 ans? Pourquoi cette loi avance-t-elle dans les couloirs du Parlement plutôt que dans les maisons de retraite, dans les salles d'attente des médecins généralistes, dans les cuisines des familles qui s'occupent d'un parent malade? Regardons maintenant ce qui se passe dans les pays où cette porte a déjà été ouverte. En Belgique, la loi a été adoptée pour les malades en phase terminale. Quelques années plus tard, les critères ont été élargis à la dépression, aux douleurs chroniques, à ce qu'on appelle dans les textes officiels belges la lassitude de vivre.
Ce n'est pas une théorie complotiste, c'est un fait documenté, vérifiable, que vous pouvez chercher vous-même. Ce phénomène a un nom, l'extension des critères. Et il se produit systématiquement dans chaque pays qui a légalisé l'aide à mourir. Aux Pays-Bas, le nombre de cas d'euthanasie a été multiplié par plus de 5 en 20 ans. En Belgique, des enfants ont été euthanasiés, des adolescents. Au Canada, et c'est un fait documenté, rapporté par des journalistes canadiens sérieux, pas par des sites anonymes, plusieurs vétérans souffrant de syndrome post-traumatique ont rapporté que des médecins leur avaient proposé l'aide médicale à mourir à la place d'un accompagnement psychologique. Des anciens combattants, des hommes qui avaient servi leur pays, à qui on a proposé la mort plutôt que le soin. C'était en 2022 et 2023. Ce n'est pas une peur imaginaire, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et maintenant, ce texte est en train d'être adopté ici. Mais attendez, parce que ce n'est pas encore la partie la plus troublante. La partie la plus troublante, c'est la question que personne ne pose dans les grands médias, la question de l'argent. Parlons de ce dont on ne parle pas, de l'argent, du système, de la façon dont fonctionne un pays où l'État dépense des centaines de milliards d'euros chaque année en retraite et en santé, et dit en même temps qu'il n'y a pas assez d'argent. Combien coûte le maintien en vie d'un patient gravement malade dans un service de soins palliatifs? Combien coûte la prise en charge d'une personne âgée atteinte de démence sur plusieurs années? Et combien coûte, en comparaison, une procédure d'aide à mourir? Je ne dis pas que l'État veut faire des économies sur vos parents. Je pose la question. Et je vous laisse y répondre vous-même. En France, le système de soins palliatifs est chroniquement sous-financé. Ce ne sont pas des militants anti-euthanasie qui le disent, ce sont les médecins eux-mêmes, les infirmières elles-mêmes, les directeurs de services hospitaliers eux-mêmes. Les hospices manquent, les spécialistes manquent. Les lits de soins palliatifs manquent depuis des années. Et au lieu d'investir massivement dans l'accompagnement de fin de vie, au lieu de donner à chaque Français mourant le droit à une mort digne, entourée de soins, l'État crée un droit juridique à la mort. Est-ce une coïncidence ou est-ce une question de priorité? Les critiques du texte qui viennent du milieu médical utilisent une expression. Ils parlent de pression silencieuse. Quand un patient voit que son traitement est coûteux, que sa famille est épuisée, que le médecin a l'air fatigué de le voir revenir, il commence à se sentir coupable d'être encore en vie. C'est ce que les spécialistes appellent la tentation de l'abandon. Et la nouvelle loi crée un cadre juridique pour cette tentation. Elle lui donne un formulaire, une procédure, une légitimité. Posez-vous cette question honnêtement. Si demain votre médecin dit à votre mère « Il existe une possibilité, voulez-vous en savoir plus ?» Sera-t-elle capable de dire non, vraiment non, sans avoir peur de paraître faible, sans avoir peur d'être un fardeau? Votre mère, avec son éducation, avec ses valeurs, avec cette façon qu'ont les gens de sa génération de ne jamais vouloir causer de problème, elle dira quoi, seule, face à un médecin en blouse blanche, dans une chambre d'hôpital? Revenons maintenant à ce que cela signifie concrètement pour vous. Pas en termes politiques, en termes de vie quotidienne. Vous avez 55 ans, 60 ans, 65 ans. Voici le premier scénario. Vous êtes hospitalisé, vous souffrez, vous êtes épuisé. Vos proches sont dans une autre ville, ils travaillent, ils n'ont pas pu venir. Le médecin, surchargé, qui a déjà vu 10 patients aujourd'hui, vous demande « Voulez-vous que nous discutions de toutes les options possibles ?» Et vous, à ce moment précis, vous êtes seul. Qu'est-ce que vous répondez? Et surtout, êtes-vous sûr que votre réponse, dans cet état, dans ce contexte, sera vraiment votre réponse? Voici le deuxième scénario. Votre mère a 80 ans. Elle a une démence à un stade précoce. Elle vous reconnaît encore. Elle vous sourit encore. Mais parfois elle pleure et dit qu'elle est fatiguée de vivre. C'est un symptôme de la maladie. N'importe quel neurologue vous le confirmera. La tristesse, le sentiment de ne plus vouloir être là, fait partie du tableau clinique de la démence débutante. Mais si le médecin interprète ces mots comme l'expression de la volonté du patient, que se passe-t-il ensuite? Selon le nouveau texte, et voici le point qui me semble le plus important de tout ce que je vous dis aujourd'hui. Les conditions précises d'application de cette loi, qui a le droit de la demander, quel diagnostic est requis, quelle procédure doit être suivie, qui peut s'y opposer, sont encore en train d'être discutées au Sénat, en ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo. Un groupe de personnes à Paris décide dans quelles conditions votre proche pourra recevoir une injection létale. Et personne ne vous a demandé votre avis. Quand avez-vous voté pour que quelqu'un à Paris décide cela à votre place? Il y a un autre détail du texte dont on parle peu. Selon le projet de loi, la décision d'aide à mourir est prise par le médecin après consultation de ses collègues. La famille est notifiée, mais pas nécessairement avant. Notifiée, pas consultée, notifiée. Vous entendez la différence? On vous informe. On ne vous demande pas. Vous apprenez que votre mère est décédée par un appel de l'hôpital. Et on vous explique, elle l'avait demandé elle-même. Elle avait signé le document. Il y a 3 semaines, quand vous ne le saviez pas encore.
Ce scénario n'est pas inventé. Il est déduit du texte du projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est précisément pourquoi les mots qui apparaissent dans le titre de cette vidéo ne sont pas une exagération. Alors, est-il encore possible d'arrêter cela? Que va-t-il se passer ensuite? Et que pouvez-vous faire, vous, concrètement? Le texte est maintenant entre les mains du Sénat. Le Sénat peut modifier les conditions. Il peut durcir les critères. Il peut exiger que la famille soit consultée, pas seulement informée. Il peut fixer des limites d'âge, des conditions de diagnostic plus strictes, des délais de réflexion obligatoires. Ou il peut adopter le texte tel qu'il est. Tout dépend de la pression publique, de ce que les Français feront entendre dans les semaines qui viennent. Voici ce que l'histoire nous apprend sur ces moments. Les lois qui changent la vie des gens ordinaires sont rarement arrêtées par des experts. Elles sont arrêtées ou modifiées quand les gens ordinaires comprennent ce qui se passe et commencent à en parler. Dans les familles, autour des tables, dans les conversations avec les médecins généralistes, avec les élus locaux. Ce n'est pas du militantisme, c'est de la citoyenneté. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Parlez de ce texte à votre médecin traitant. Demandez-lui ce qu'il en pense. Demandez-lui comment il se positionnera face à un patient qui demandera cette procédure. Vous avez le droit de savoir. Parlez-en à vos parents âgés, pas pour les effrayer, pour qu'ils sachent que vous êtes là, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent vous appeler avant de signer quoi que ce soit. Parlez-en à vos frères et sœurs, à vos enfants adultes. Mettez-vous d'accord sur ce que vous souhaitez pour vous-même, sur ce que vous souhaitez pour vos proches. Écrivez-le si nécessaire. Les directives anticipées existent pour ça. Et réfléchissez à ceci. La France a une longue tradition de débat public sur les questions qui touchent à la vie et à la mort. Nous avons débattu de la peine de mort pendant des décennies avant de l'abolir. Nous avons débattu de la bioéthique. Nous avons débattu de l'avortement. Ces débats ont été douloureux, longs, complexes. Mais ils ont été publics, ils ont impliqué tout le monde, pas seulement les parlementaires, pas seulement les experts, tout le monde. Ce débat-là, sur l'aide à mourir, n'a pas encore eu lieu vraiment. Pas dans les maisons, pas dans les familles, pas avec les personnes que cette loi concerne directement. Les malades, les personnes âgées, les aidants. Et c'est peut-être la chose la plus troublante de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Une loi qui va changer la façon dont les Français meurent est en train d'être adoptée sans que les Français aient vraiment eu le temps d'en discuter entre eux. Je ne vous dis pas ce que vous devez penser de l'aide à mourir. C'est une question profondément personnelle. Il y a des gens qui souffrent de maladies incurables et qui demandent cette possibilité depuis des années, avec une dignité et une lucidité absolue. Il y a des familles qui ont regardé un proche mourir dans des souffrances que rien ne pouvait atténuer et qui auraient voulu avoir le choix. Je ne nie pas cette réalité. Elle existe. Elle est réelle. Elle mérite d'être entendue. Mais il y a aussi des familles qui ont regardé un proche traverser une dépression profonde, dire qu'il voulait mourir, et qui, quelques mois plus tard, ont vu ce même proche retrouver le goût de vivre. Il y a des médecins qui savent que la demande de mort, dans la majorité des cas, est une demande de soins, une demande d'être entendu, une demande de ne plus souffrir, pas nécessairement une demande de cesser de vivre. La question n'est pas pour ou contre. La question est qui décide, dans quelles conditions, avec quelle garantie. Et est-ce que vous, en tant que famille, en tant que proche, vous avez votre place dans cette décision? C'est la question que ce texte de loi pose. Et c'est la question à laquelle le Sénat va répondre dans les semaines qui viennent, avec ou sans vous. Il y a des moments dans la vie d'un pays où ce qui se décide dans les couloirs du Parlement touche directement à ce qui se passe dans les chambres d'hôpital, dans les maisons de retraite, dans les appartements où vivent nos parents. Ce moment est l'un d'eux. Et je pense, sincèrement, que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ont déjà vécu quelque chose qui les rend particulièrement sensibles à ce sujet. Un parent hospitalisé, une conversation difficile avec un médecin, un proche qui a dit un jour qu'il était fatigué. Ces moments-là, on ne les oublie pas. Et ils changent la façon dont on entend des mots comme choix, comme dignité, comme fardeau. Je me demande parfois ce que pensent les gens qui ont traversé ces moments. Si leur expérience les amène à soutenir ce texte, parce qu'ils ont vu souffrir et qu'ils auraient voulu que ça s'arrête. Ou si elle les amène à s'y opposer, parce qu'ils savent combien les décisions prises dans la douleur peuvent être fragiles, provisoires, influencées par des choses que personne d'autre ne voit. Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a que des histoires vraies, des familles vraies, des choix impossibles. Ce que je sais, c'est que cette loi ne restera pas abstraite longtemps. Dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines, elle sera réelle. Elle aura un numéro de décret. Elle sera dans les hôpitaux. Elle sera sur les formulaires. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour demander si on a bien réfléchi à toutes ces conséquences. Alors réfléchissons maintenant, ensemble, chacun avec sa propre histoire, ses propres peurs, ses propres valeurs.
C'est ça une démocratie. Pas seulement des votes dans un hémicycle, des conversations dans des familles, des questions posées à des médecins, des citoyens qui lisent les textes avant qu'ils deviennent des lois. Et si vous connaissez quelqu'un, un parent, un ami, une personne âgée de votre entourage, qui n'a pas accès à cette information, qui ne sait pas ce qui est en train de se décider, qui n'a pas vu ce débat dans les médias parce qu'il ne regarde pas les mêmes chaînes que vous, peut-être que la chose la plus simple et la plus utile que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de lui en parler. Pas pour lui faire peur, pour qu'il soit informé, pour qu'il puisse lui aussi avoir un avis. Parce que cette loi le concerne, directement.